Bien. Eh bien, écoutez, si nous voulons respecter le timing, il va falloir que nous reprenions. J'espère que tout s'est bien passé dans vos ateliers. Alors, je rappelle que dès demain matin, 9 heures, les ateliers dans lesquels vous étiez au même endroit reprendront. Je pense qu'il est important, effectivement, d'envisager ces deux temps et sans doute que la nuit va permettre à tout le monde d'intégrer des éléments et puis de réfléchir à ce qui va se passer demain. En attendant demain, donc Michel Joubert va effectuer sa communication pendant environ 3/4 d'heure. Suite à cette communication, la belle boîte, donc les comédiens à nouveau réinterviendront pendant une petite demi-heure. Et ensuite, donc, un cocktail nous sera offert en guise d'apéritif dans la salle d'à côté, un cocktail offert par la ville de Nantes. Voilà pour le programme de ce soir. Voilà, je crois qu'Erwan, pour demain, tu voulais aussi donner une précision. Oui, merci Régis. J'espère que vos ateliers se sont bien passés. Ce qui est prévu, c'est que les modérateurs des ateliers, donc chaque atelier a un animateur et un modérateur, que les 10 modérateurs se réunissent à 11h30 demain matin pendant 3/4 d'heure, salle Ouessant, en bas, pour retenir les 2 ou 3 idées principales qui ont été émises lors de l'atelier, des 2 séances, afin que ça puisse être utilisé pour l'après-midi. Donc je vais juste rappeler le nom des 10 modérateurs. Pierrick Brien pour l'atelier 1, Estelle Daluin pour l'atelier 2, Laurence Blin pour l'atelier 3, Corinne Lambert pour l'atelier 4, Gaëlle Rabreau pour l'atelier 5, Marie-Aude Cazard pour l'atelier 6, Catherine Ménard pour l'atelier 7, Camille Chamou pour l'atelier 8, Christine Geffray pour l'atelier 9 et Hélène Fiodo pour l'atelier 10. Voilà, je vous remercie. Monsieur Joubert. Bien, merci. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis sociologue, enseignant-chercheur. Mais donc, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans des démarches dites de recherche-action. Donc, je suis un sociologue qui est pas forcément complètement reconnu dans la communauté scientifique, puisque c'est un péché de se commettre, paraît-il, avec la demande sociale. Enfin, ça commence à être remis en cause comme idée, mais en tout cas, j'ai vécu des périodes où ce n'était pas forcément bien considéré. Tout ça pour dire que donc, ça fait 25 ans que je suis engagé avec et auprès d'acteurs, de professionnels, d'associations et de groupes d'habitants sur un certain nombre de territoires autour des questions de santé. Dans un premier temps, ce n'était pas spécifiquement les questions de santé mentale, et j'expliquerai, ça l'est devenu progressivement. Donc, c'est donc un travail, le point de départ. Au départ, je travaillais plutôt sur l'urbain, sur la ville et tout. Puis c'est une demande de la ville de Saint-Denis à la fin des années 90 auprès de l'université qui nous a demandé de venir faire un diagnostic sur un quartier. Donc, c'est le quartier Fremoisin à Saint-Denis. Et donc, on a travaillé pendant 4 ans avec toute une équipe sur ce quartier. En fait, on n'a pas fait exactement ce qui nous était demandé, c'est-à-dire qu'on a habité, on a partagé, on a pris le temps d'échanger, de réfléchir avec les habitants et les professionnels sur ce quartier pour apprécier, comprendre ce qu'il en était de la situation, puisque c'était un peu la question qui nous était posée, et essayer de dégager. Alors c'était les tout débuts de la politique de la ville, il faut le savoir, donc c'était des projets de quartier à l'époque. On n'était même pas encore dans une opération de développement social des quartiers, mais il y avait un tout petit peu de moyens pour développer une approche qui soit transversale, qui permette de rassembler des acteurs d'horizons très divers et de réfléchir ensemble avec éventuellement à la clé la possibilité d'aider à la mise en place d'actions qui répondraient d'une manière plus appropriée aux besoins que ceux qui étaient jusqu'alors en place. Donc ça, c'est une des sources de ce que je vais vous dire aujourd'hui. La deuxième, c'est dans le cadre de la délégation interministérielle à la ville, il y a eu ensuite, entre les années 90 et les années 2000, tout un ensemble de réflexions, d'échanges
avec justement les professionnels, les acteurs de terrain, un certain nombre de décideurs pour essayer de décrypter une conjoncture qui était pas encore très bien comprise. Jean Furtot, ça fait état du rapport Stroll-Lazarus. La délégation interministérielle à la ville faisait partie, avec la DIRMI et d'autres directions, des instances qui ont auditionné tout un ensemble d'acteurs pour essayer de comprendre un peu quelles étaient les nouvelles problématiques qui se posaient en particulier sur les quartiers les plus défavorisés. Et l'expérience de Franc-Moisin a été une des expériences qui a été auditionnée dans le cadre de la commission Stroll-Lazarus pour apprécier effectivement ce qu'étaient ces changements. Donc il y a des périodes comme ça dans l'histoire où l'action publique est un peu contrainte à aller voir ce qui se passe du côté du terrain, ce qui remonte, ce qui s'exprime, ce qui émerge, parce que les dispositifs ordinaires, classiques, sectorisés, puisqu'on le sait que ça s'est construit de cette manière-là, sont plus opérants, en tout cas sont mis en difficulté et demandent à être renouvelés, repensés. En tout cas, ils sont dangereux dans le sens où ils masquent une partie des réalités et des problématiques telles qu'elles sont ressenties sur le terrain. Donc ces séminaires avec la DIF, c'était l'occasion, avec des gens qui venaient de toute la France, de se confronter sur les questions de santé mentale, sur les questions de toxicomanie, conduite à risque. C'était les deux secteurs pour lesquels il y avait le plus d'inconnus, on dira, c'est-à-dire où les choses étaient les plus bridées par une histoire qui s'était inscrite essentiellement sur le plan des soins, sans que la genèse des problèmes, les contextes d'émergence et même la possibilité de développer des actions de prévention aient été véritablement travaillées. Donc il y avait des situations assez figées qui empêchaient d'initier, de développer une politique publique sur ces secteurs-là. Donc on a eu donc deux séminaires qui ont duré à chaque fois plus d'1 an autour de toxicomanie et santé mentale. Ensuite, comme santé mentale, alors sur Franc-Moisin, donc il n'y a aucune entrée privilégiée. C'est santé mentale qui est apparu comme le problème principal, comme le problème le plus mal résolu, pour lequel les personnes sur le terrain, les acteurs, les médecins généralistes, les travailleurs sociaux se sentaient les plus démunis. Les habitants leur parlaient essentiellement de ça, avec leurs mots, avec leur sensibilité, mais ils parlaient essentiellement de ça. Des empêchements à vivre, à agir, du sentiment de la détresse, de tout un ensemble de difficultés, de mal-être qui hypothéquaient une partie de leur vie et de leur disposition à modifier certains aspects de leur situation. Et donc la médecine, le médecin généraliste ne pouvait pas vraiment répondre à ça en même temps, puisque c'était des médecins qui n'étaient pas d'accord pour prescrire immédiatement des psychotropes quand on parlait de difficultés à vivre ou de difficultés à être. Donc ils écoutaient, et ce qui ressortait de cette attention qu'ils avaient à ce que les personnes disaient, c'était qu'il fallait faire autre chose que simplement prescrire. Il fallait ouvrir quelque chose, un espace de travail, un espace d'attention à ces problématiques. Et voilà. Donc il y a eu sur ce quartier, avec en particulier les médecins libéraux qui y étaient, qui ont été un peu des acteurs très forts, une démarche ça a été à l'époque, on n'avait pas une terminologie très, très précise là-dessus, on l'a appelé démarche de santé communautaire, mais dans le sens où c'est toute la communauté des professionnels et des habitants qui allaient travailler sur ce qui, sur ce quartier, pour les populations qui y résidaient, n'allait pas, et en essayant d'identifier des ressorts d'action et des moyens de changer les choses. Et dernier élément sur les références sur lesquelles je m'appuie pour aujourd'hui, c'est tout un ensemble de travaux qui ont suivi et qui ont porté sur ce que pourraient être précisément des nouveaux dispositifs, des nouvelles manières de travailler, des nouveaux outils. Donc j'ai été amené là aussi dans un partenariat avec les professionnels et des porteurs de projets à suivre ce qui s'est fait sur les points écoute accueil jeune aujourd'hui, les ateliers santé-ville, les contrats
locaux de santé maintenant aujourd'hui, mais aussi tout ce domaine de la prévention des conduites à risque. Ça, c'était pour les adolescents et les jeunes adultes, qui était un secteur, dans les années 90, totalement abandonné. Il n'y avait pas véritablement d'action. Il y avait des informations pour dissuader la jeunesse de s'engager dans des conduites à risque. Il y avait de la répression, il y avait des soins, mais pas de travail de fond sur ce qui était à l'origine, du point de vue des conditions sociales, du point de vue de l'évolution des sensibilités, du point de vue du ressenti des publics adolescents vivant sur ces quartiers. Il n'y avait pas de travail véritablement qui était engagé, ou alors de manière très partielle, c'est-à-dire que chacun en avait un petit bout. La prévention spécialisée en détenait une parcelle, les travailleurs sociaux indirectement par le biais des familles en avaient une autre. À l'école, il y avait les effets induits, et puis il y avait effectivement tout un ensemble de passages à l'acte. Tout ça dessinait une constellation de signes qui nous disait qu'il y avait nécessité de développer une réflexion, une action plus cohérente autour de ces questions de conduite à risque, qui incluait aussi bien la consommation de psychotropes, enfin, de drogues illicites à l'époque sur ces quartiers, mais également tout un ensemble de conduites de mise en danger de soi, de prise de risque, de violence, d'actes de transgression au niveau des lois, etc., etc. Donc il y avait toute une panoplie assez classique par ailleurs, hein, mais qui se trouvait là exacerbée, concentrée dans un contexte où des quartiers vivaient. Donc là, c'est pas très difficile de se reprojeter à l'époque, parce que sur beaucoup de quartiers, ça n'a pas forcément complètement changé, vivaient dans des conditions extrêmement difficiles, avec 50% des jeunes qui sortaient du circuit scolaire n'avaient pas d'entrée sur le marché du travail, beaucoup de chômage, des taux de chômage qui étaient entre 20 et 30%. Il y avait très peu d'équipements et de services collectifs sur les quartiers. Il y avait véritablement un état dégradé des conditions de la vie sociale, de l'implication, de la construction d'un projet de vie. Enfin, tout ça était véritablement sinistré. Donc il y avait nécessité, alors c'est la politique de la ville évidemment qui s'est attelée avec les moyens qui ont été les siens pour essayer d'inverser cette tendance, mais elle était là, forte, et elle portait des effets directs sur les populations qui étaient exposées. Et alors ça a à voir avec effectivement les questions qui nous préoccupent. C'était pas de la maladie proprement parler. Donc voilà, le premier livre, Quartier Démocratie Santé, ça raconte cette histoire sur le quartier Franc-Moisey. Pourquoi démocratie? C'est parce qu'au départ, c'est un travail de démocratie, de redonner la parole, de remettre du sens, de travailler à l'échelle de la communauté des personnes qui résident sur un territoire, qui sont confrontées à peu de choses près aux mêmes difficultés, de partager autrement des ressources. C'était ça qui animait les acteurs de la démarche sur le quartier. Et c'est quelque chose qui apportait énormément de choses. Tous les libéraux qui étaient sur ce quartier, c'est eux qui ont construit les premiers réseaux, les réseaux ville-hôpital, et puis ensuite les réseaux qui ont travaillé sur ce même quartier, hein, parce que tout ça a été capitalisé sous forme de comment peut-on faire durer au-delà du temps de l'expérience ou du diagnostic l'importance de travailler ensemble, éducation, alors on n'en parle pas forcément assez, éducation, travailleurs sociaux, intervenants sociaux, évidemment professionnels de la santé, mais aussi tout un ensemble de secteurs de la société locale, associations, travaillant avec les femmes, travaillant sur les questions de droit et de justice, ou sur les questions de violence. Toutes ces personnes, finalement, avaient un rapport avec l'équation à résoudre sur comment inverser une tendance où ce qu'on appelle les supports sociaux se dégradent, alors ce qui permet aux personnes de tenir, de supporter l'adversité, de supporter la pauvreté, ces supports qui avaient à voir avec le travail, avec les solidarités, avec les communautés locales, ces supports se défaisaient, défaisaient progressivement par les faits, la précarisation des conditions d'existence, et par les faits également de tout un ensemble de processus sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, parce que là, la société est fortement en cause. Donc sur les travaux avec les collectivités territoriales, donc ça, c'est les deux livres avec la DIV sur les questions et répondre à la souffrance sociale. C'est un travail avec des cliniciens
bon, plus spécifiquement sur la santé mentale, avec identification, chacun avec ses contributions et son entrée et son expertise, des conditions dans lesquelles, sur les questions de souffrance sociale, donc pour lesquelles, Jean Fertois lui parle de souffrance psychosociale. Bon, c'est vrai que les deux aspects sont évidemment extrêmement interpénétrés, mais là, il s'agissait d'agir plus directement et en priorité, parce qu'il y avait urgence, sur les déterminants sociaux, ce qui produit, ce qui est à l'origine, ce qui est reproduit en permanence des conditions insupportables pour les personnes. Et donc, il y a à ce niveau-là donc, des exigences particulières sur lesquelles il s'agissait de réfléchir et donc d'en répondre à la souffrance sociale, sur les questions de chômage, sur les questions de quartier, sur les questions d'évolution des métiers. Il y a évidemment tout un ensemble d'apports, de contributions qui ont été extrêmement précieuses. Donc je reviens à la question de départ, question qui m'était posée pour cette rencontre. Toujours répondre à la souffrance sociale, quel partenariat? Alors, question du partenariat, d'abord, pour revenir sur les définitions, je vais faire très vite, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a un temps limité. Ça a été dit à plusieurs reprises, donc j'allais très vite, simplement juste pointer et souligner quelques éléments dans les définitions qui sont utiles pour appréhender ce que pourrait être le sens d'une réponse. Sur les vulnérabilités. Donc les vulnérabilités, Jean Fertois a insisté sur l'aspect individuel des vulnérabilités par rapport aux éléments plus systématiques de situation sociale producteurs de précarité. Il nous a semblé, mais ça se discute évidemment, que ces vulnérabilités étaient devenues des vulnérabilités aussi collectives, c'est-à-dire qu'elles étaient partagées, elles faisaient contexte social, elles déterminaient en partie la condition commune dans laquelle vivaient un certain nombre de personnes, et qu'il y avait en particulier donc nécessité de ne pas abandonner les terrains qui produisent de la vulnérabilité, à savoir ne plus avoir de travail, ou être en difficulté avec le travail, ou souffrir avec le travail, être en difficulté avec la parentalité, ne plus être en phase dans les échanges et les transmissions qui sont fondamentales à un certain nombre de temps de la vie, trouver dans l'environnement de proximité dans lequel on se trouve des occasions valorisantes d'exister et d'entrer en relation avec autrui, et avoir effectivement des soutiens, des réseaux sur qui on peut compter. C'est-à-dire, les difficultés, c'est une chose, mais on a effectivement des possibilités de faire valoir, de mobiliser un certain nombre de ressources autour de soi, autour de ses proches. Et là, sur tous ces plans, il y a accentuation des vulnérabilités. C'est-à-dire qu'il y a des vulnérabilités ordinaires. On l'a dit, c'est comme la souffrance, effectivement, on est tous exposés, concernés. Et puis, il y a des vulnérabilités hyper accentuées, c'est-à-dire où les éléments se cumulent, s'enchaînent. Et là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées et beaucoup plus difficiles à supporter. Par rapport à ça, il y a nécessité de retrouver, alors, pied à pied, ce qu'il est possible de reconstruire en termes de supports sociaux, ce qui va donner du sens, ce qui va redonner envie, ce qui va permettre de dégager de l'énergie pour se sortir de la situation. Et ça ne s'invente pas, ça ne se décrète pas, il y a nécessité d'explorer. Alors ça sera pour certains tout ce qui se joue au niveau de la parentalité, d'autres ça sera au niveau du travail. Et donc là, c'est un domaine essentiel sur lequel il y a possibilité de répondre. Évidemment, c'est le plus compliqué parce que c'est des entreprises de longue haleine et que la conjoncture est ce qu'elle est. Malgré tout, il y a à chaque fois des manières, et les acteurs sociaux, les intervenants, les associations sont sur ce front-là, dans le champ de l'économie et dans le champ du social, pour rechercher, recréer des ressources là où on a l'impression que c'est totalement sinistré. Le deuxième plan, c'est tout ce qui a à voir avec l'isolement, et la question des droits et la question de la citoyenneté. Sur tous ces plans, il y a aussi une vulnérabilité qui s'est accrue, c'est-à-dire que les droits sont pas forcément utilisés ou sont méconnus par les plus jeunes. Il y a un éloignement par rapport à
la culture et la philosophie de la revendication de droits légitimes qu'on peut avoir, même quand on est justement quand on est confronté à des difficultés importantes. Et il y a des éléments relatifs effectivement à la citoyenneté, au fait de prendre la parole, de s'exprimer, d'être là, d'apparaître, qui sont également importants. Et donc ces éléments-là sont aussi atteints, sont aussi affectés par la dégradation des situations sociales, donc, et par la précarisation, et donc sont source pour les individus d'un surcroît de vulnérabilité. Là aussi, les actions sont possibles et sont engagées souvent par les travailleurs sociaux dans les conditions qu'on connaît, mais d'une manière qui souvent est séparée des autres dimensions de la vie des personnes. Et puis le dernier élément pour les vulnérabilités, c'est tout ce qui est exposition au risque, les dispositions qui sont que les personnes peuvent avoir à un certain moment de leur vie à compenser cette dégradation des supports sociaux par l'engagement dans les prises de risques. Vous savez, donc on l'avait analysé en Seine-Saint-Denis par rapport à ce que pourraient être des actions de prévention. Quand on a compris que beaucoup de conduites à risque s'inscrivent dans un déficit, dans un vide, dans une absence d'opportunités valorisantes, de possibilités réelles de trouver un sens ou une inscription dans le social qui soit satisfaisante, valorisante, et ben, là, il y a quelque chose qui se présente. On a vu s'installer sur ces quartiers toutes les activités tournant autour des drogues, autour des trafics, etc. Ça s'inscrit comme une alternative aux autres modalités de socialisation. Et donc, c'est quelque chose qui vient renforcer les difficultés des personnes, puisqu'ils vont se retrouver du même coup stigmatisés, désignés et criminalisés. Donc tous ces éléments-là, c'était présent sur les mêmes terrains. Donc on a nécessité là, de démêler tous ces facteurs, tous ces déterminants, parce que on se payerait de mots si on voulait intervenir que sur la dimension subjective ou ressentie, sans agir sur les ressorts et les processus qui produisent ça. Il y a nécessité de travailler sur les deux dimensions, et c'est évidemment le plus difficile. Pour ce qui est de la souffrance sociale, donc je ne reviens pas, tout ce qui a été dit est effectivement fondamental, mais là aussi il y a deux dimensions, la dimension de la production, mécanisme de production, et il y a la dimension du ressenti, telle qu'elle va affecter, telle qu'elle va impacter l'individu dans sa capacité à agir, et donc là évidemment toujours au degré majoré de souffrance qui sont liés à cette destruction des supports sociaux. Je passe sur la définition de la santé mentale, mais elle est fondamentale. Jean Furtos l'a précisé. Elle est fondamentale dans le sens où, à l'époque, on a commencé à travailler, ça n'allait pas de soi. C'est-à-dire que ça n'existait pas. La santé mentale, c'était la psychiatrie. Donc, quand on a été voir le secteur à l'époque pour parler des problèmes de santé mentale tels qu'on les avait compris dans le travail avec les professionnels et les habitants, ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient ça ne nous regarde pas, c'est un détournement par rapport à la psychiatrie. C'est quelque chose qui est une ruse ultime des pouvoirs publics pour abaisser les ressources et les moyens donnés à la psychiatrie. Donc voilà, donc on peut revenir là-dessus, mais il y a évidemment un enjeu dans la structuration d'un champ pas propre, pas distinct de la psychiatrie, mais incluant la psychiatrie, incluant tout un ensemble d'autres cercles de difficultés qui sont liés effectivement à la chose psychique, à la chose mentale, et qui ont des effets sur l'équilibre, sur la manière d'exister et de s'exprimer d'un certain nombre de populations. Il faut ajouter donc répondre à quel degré, pour aller vers quoi, parce que donc on peut effectivement entendre, on peut prendre en compte. Répondre, c'est compliqué. Répondre, ça veut dire qu'on a compris effectivement, qu'on a les moyens d'agir sur les ressorts qui produisent cette même souffrance. Donc, mais malgré tout, il est important de poser la question et d'y travailler, puisqu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs registres, et des réponses multiples et partielles sont possibles, sont imaginables.
Il y a les réponses au niveau individuel, avec les conditions dans lesquelles les personnes peuvent faire face, gérer, se confronter aux difficultés et être aidé dans ce travail de confrontation individuelle. Mais il y a énormément de dimensions, on l'a vu compte tenu du contexte, en tout cas pour ces publics-là, parce qu'il avait bien été dit que ça existe également dans d'autres milieux sociaux. Mais bon, moi, je parlerai essentiellement, j'ai oublié de le dire effectivement au départ, essentiellement par rapport aux milieux populaires et aux populations qui ont été, durant un quart de siècle, traitées d'une manière un peu particulière, discriminées et regroupées sur certains territoires avec des conditions de vie et de rapport au droit et à la justice qui sont pas exactement équitables. Donc c'est pour ces personnes-là et c'est pour ces populations-là que je présente ce bilan. Et donc du point de vue de la réponse, il y a évidemment à côté des réponses individuelles, des mouvements propres, des mobilisations, des réagencements des moyens publics, en particulier, donc évidemment c'est ça dont il est question, des ressources qui gisent dans ce qui existe déjà, dans les différents acteurs qui sont déjà présents sur le terrain. C'était ça notre souci, enfin, quand je dis notre, c'est toujours les acteurs qui ont été dans ces actions, on était un petit peu des analyseurs associés et bienveillants, mais la préoccupation, c'était de pouvoir imaginer ce que pourrait être un meilleur agencement. Donc pas recréer quelque chose forcément, mais un meilleur agencement des ressources et des liens entre les acteurs. Ça supposait beaucoup de changements du point de vue de l'appréhension en fait, du travail sectorisé. Je vais y revenir. Donc là, il y a 4 zones sensibles du point de vue des registres de réponse sur lesquels je voudrais dire quelques mots rapides. D'une part, tout ce qui a à voir avec le rapport aux soins. Donc c'est un grand classique, mais dans le domaine de la santé mentale et la psychiatrie, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais il y a d'une part des représentations très fortes, beaucoup de recherches l'ont montré, qui font qu'il y a une inégalité de perception suivant les milieux sociaux de ce que sont ce que représentent les soins en santé mentale. Donc certains vont avoir des conduites d'évitement par rapport à soi parce qu'ils considèrent que c'est stigmatisant et donc ils vont avoir tendance à l'éviter. Donc je pense que c'est quelque chose de classique qui a quand même aussi évolué. Mais c'est aussi que les parcours et les voies qui permettent véritablement d'arriver dans une situation appropriée pour être entendue et pour être soignée sont compliquées. Et il y a des personnes très éloignées, il y a des personnes qui sont invisibles même du système et qui sont pourtant dans les situations où ils vivent avec des problématiques lourdes. Et donc il y a tout un ensemble de détours et de conditions pour réussir à trouver le chemin qui permettra de trouver une réponse. Enfin, un travail sur les urgences qui montrait que beaucoup de gens continuent à passer par les urgences avant d'accéder à des ressources qui soient spécialisées dans le domaine de la santé mentale. Donc c'est vraiment un premier secteur. Donc je présente très rapidement juste le tableau donc des distances psychologiques et sociales. Une difficulté justement au niveau des soins de premier recours parce que tout le monde n'est pas égal devant la manière de formuler une demande et de rentrer en relation et de prendre un rendez-vous et de rentrer dans un processus de soins, mais aussi parce que les informations sur le système restent souvent parcellaires. Et puis, il y a un certain nombre de situations qui ne rentrent pas dans l'organisation telle qu'elle est, donc des situations classiques où il y a des problèmes, des comorbidités, les liens avec les addictions, les problématiques de la rue, les problèmes spécifiques pour les personnes âgées. Bon, sur tout ça, il y a eu énormément de choses qui se sont faites en une quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des dispositifs spécifiques qui ont été mis en place et des prises en compte qui existent, mais dans l'ensemble, les situations complexes demeurent et supposent à chaque fois qu'il y ait un travail particulier qui soit fait pour pouvoir y répondre. Donc, sur le plan des ressources, la nécessité de dispositifs de transition entre
le moment d'expression et de repérage du besoin et le soin. Besoin d'espace transitionnel, de relais, donc l'importance des associations. Bon, il y a les PASS qui jouent le rôle pour juste strictement sur le plan des droits et de l'accessibilité. Il y a tout un travail aussi à faire sur les représentations et donc il y a des associations qui se sont engagées, des collectivités, des villes qui se sont engagées pour engager un débat public sur ce qu'est la santé mentale. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu un certain nombre. Et pour rendre la chose moins effrayante pour que effectivement les personnes puissent en parler à leur médecin. Donc le deuxième point, c'est le rôle charnière de la médecine libérale. Donc ça, on a remarqué ça dans toutes les démarches de travail au niveau local, les diagnostics sur les quartiers et sur les villes. Il y a un lien avec la médecine libérale qui est nécessaire, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est l'interlocuteur de proximité. C'est lui qui va éventuellement être le premier orientateur, c'est lui qui va orienter et qui va éventuellement faciliter l'accompagnement vers les soins. Sauf que voilà, tous les médecins libéraux ne sont pas forcément préparés, formés, ils ont aussi eux-mêmes des représentations sur ces questions. Donc il y a tout un travail à faire pour que les médecins soient vraiment partenaires, associés, souvent dans des réseaux qui ont pu se mettre en place, au dispositif de partage des soins, parce qu'il y a une partie effectivement des soins qui vont être pris en charge au niveau de la psychiatrie, d'autres qui vont être pris en charge par le médecin traitant. Donc il y a des expériences qui sont significatives par rapport à ça, ici et là, donc je ne suis pas sûr comment ça se passe. Donc, sur la région parisienne, on travaillait essentiellement sur les Yvelines avec le réseau qui s'est mis en place et le dispositif de soins partagés, mais aussi sur le Val-de-Marne où un dispositif du même type est en train de se mettre en place. Là, il y a donc toute une expérience des réseaux qui est extrêmement utile où des médecins relais sont déjà associés pour faciliter l'accès aux soins des personnes qui ont des problèmes de droit et pour être effectivement des partenaires des démarches de développement et de promotion de la santé auprès de leurs patients. Et ensuite, il y a des passerelles d'accès aussi qui permettent d'améliorer cet aspect-là. Donc ça suppose là aussi de nouveaux acteurs, souvent des acteurs qui sont donc déjà existants, mais qui doivent intégrer cet élément-là dans leur panier, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement, médiation, et être interlocuteur possible sur ces questions-là, sortir de la spécialisation où chacun... où on renvoie vers le psychiatre, mais sans se demander à quelles conditions c'est recevable, à quelles conditions ça a du sens. Donc il y a besoin qu'il y ait effectivement un plus grand partage, j'y reviendrai à la fin, avec un certain nombre de ces acteurs. Et puis sur tout ce qui est situation complexe, il y a une multiplication de groupes d'analyse de situations qui permettent de faire monter là aussi le niveau de compétence et de prise en compte précisément des situations complexes sur un territoire donné. Le deuxième élément dans le schéma que j'avais fait tout à l'heure, c'est le travail de proximité. Donc le travail de proximité, c'est pas seulement sur la santé mentale que le problème se pose, c'est dans plein de domaines. Ça se fonde sur le constat d'une distance qui est restée importante entre les personnes les plus en difficulté, les plus en besoin d'être pris en compte sur le... Excusez-moi. Voilà, c'est fini. Oui, donc la distance est importante. Donc il y a évidemment un impératif de réduction pour ceux qui sont invisibles, qui n'ont pas les moyens ou les conditions pour s'adresser au secteur ou à des professionnels qui seraient susceptibles d'entendre et de prendre en compte leurs difficultés, puissent être touchés. Donc ça aussi, ça a été un chantier qui s'est développé avec la mise en place de tout un ensemble de moyens. Il y a tous les dispositifs qui ont été mis en place avec des dispositifs mobiles, mais également le travail sur santé, sur précarité et psychiatrie, avec là aussi des maraudeurs qui sont intervenus sur un certain nombre de territoires. Il y a tout un travail aussi de mise en compétence d'autres acteurs de proximité sur les questions de santé mentale, médiateurs, relais, aidants, pères, etc. Donc c'est un mouvement, hein. Il y a une volonté qui est critiquée par certains, hein,
faut savoir que tout ça fait débat, hein, c'est compliqué, mais d'élargir la palette des personnes susceptibles d'être des relais dans la prise en compte de la souffrance psychique, et donc suffisamment formés pour pouvoir le faire. Et il y a aussi besoin de lieux, d'espaces qui soient sans trop de conditions, hein. Donc on a connu ça dans le domaine des toxicomanies, mais je crois que c'est quelque chose qui se pose aussi maintenant pour toutes ces questions de souffrance psychique et sociale, c'est-à-dire des espaces qui soient plus proches, plus accessibles, sans conditions, on dit à bas seuil dans le domaine des toxicomanies, c'est-à-dire où on n'exige pas d'emblée que la personne ait envie de se soigner, et on crée les conditions simplement pour qu'elle puisse rencontrer d'autres personnes, qu'elle puisse faire état, si elle le souhaite, de ses difficultés. Et donc voilà, donc des espaces de ce type-là, il y en a qui existent déjà. C'était l'usage de fait d'un certain nombre d'espaces de proximité, centres sociaux, maisons pour tous, locaux associatifs à ces fins-là, possibilité de rencontres et d'échanges, une meilleure compréhension de l'importance que ces lieux et conscience du rôle qu'ils jouent du point de vue d'un travail d'accès et de développement de la santé mentale, c'est important. Donc j'accélère, j'ai cru comprendre que ça se précise. La prévention, ça reste un domaine négligé, et en même temps où il existe là aussi énormément de ressources. Il y a une prévention primaire classique qui existe, hein, information, ce qui était évoqué aussi sur le dépistage précoce qui inquiète et qui effectivement est problématique, avec en particulier tout ce qui a à voir avec les troubles du comportement. Il y a une demande, il y a des professionnels qui sont soucieux de ces questions-là, mais en même temps, à quelles conditions ça peut se faire, à quelles conditions ça peut ne pas être stigmatisant, est-ce que porter des effets paradoxaux sur les publics pour lesquels on engagerait ce type d'attention. Donc il y a des expérimentations qui ont été engagées sur un certain nombre de territoires. Je pense en particulier à Aubervilliers, donc une évaluation qui a été faite par l'INPES, où un travail est fait auprès de la petite enfance et dans le secteur de l'enfance sur la santé mentale, mais conçu dans justement sa définition la plus large, c'est-à-dire ce développement des capacités des enfants à agir, à se sentir bien, à s'exprimer, à avoir une bonne opinion d'eux-mêmes, etc., etc. Donc je passe, c'est le b.a.-ba de la santé mentale sur ce registre de la promotion de la santé, qui est beaucoup travaillé dans d'autres pays comme au Québec, qui commence à être travaillé aujourd'hui en France. Là, je pense qu'il y a des éléments qui sont intéressants à suivre. Et à côté, par ailleurs, il y a tout un ensemble sur la prévention aussi de perturbations psychosociales qui sont créées par tout un ensemble d'événements sociaux, donc licenciements, séparation, accidents, détresse liée à l'exil, dépression liée à l'isolement, harcèlement. Tous ces mécanismes-là, on le sait aujourd'hui, sont mis en avant pour appeler à une intervention de plus en plus systématique de psychologues venant écouter ou aider les personnes à surmonter ces événements de vie. Bon, il ne s'agit pas de juger la valeur de ça. Il s'agit de se demander si effectivement il existe des ressources accessibles aux personnes qui sont confrontées à des situations de ce type-là, je parle toujours là dans les milieux populaires. Et la réponse n'est pas évidente, hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont suivies, ils auront là effectivement les liens qui leur seront ouverts par leur médecin traitant ou par des travailleurs sociaux. Et puis il y a énormément par ailleurs de personnes pour qui toutes ces questions-là viennent empêcher, alourdir les conditions dans lesquelles ils sont amenés à vivre et à évoluer. Je termine sur la question de la reconnaissance et du soutien social. Donc ça a été évoqué ce matin. C'est extrêmement important par rapport aux conditions de mobilisation. C'est fini là ? D'accord. Donc voilà, la lutte pour la reconnaissance. Hein, c'était par rapport à des personnes qui sont en grande difficulté, pour lesquelles il y a des stigmates, pour lesquelles il y a
des conditions de vie qui sont éprouvantes, les conditions dans lesquelles ils se pensent eux-mêmes, dont ils pensent leur valeur, dans leur rapport aux autres, dans le rapport notamment aux professionnels, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire l'enseignant par rapport à l'élève en difficulté, le formateur de la mission locale par rapport à l'adolescent. Tous ces professionnels ont d'une certaine manière une responsabilité au regard de ce qui peut être éventuellement développé en reconnaissance des personnes et pas à l'inverse en stigmatisation supplémentaire. Or, précisément, il y a une ligne de partage qui n'est pas si simple, savoir beaucoup d'actions de ces professionnels qui produisent des dégâts sur le plan de la santé mentale, qui provoquent de la révolte, qui provoquent de la mésestime de soi, de la disqualification, etc. Donc voilà, il y a tout un ensemble de ce point de vue-là d'actions, d'associations, de mobilisations qui se font pour assurer et développer cette reconnaissance qui a à voir évidemment avec les conditions du vivre ensemble sur un territoire donné, la qualité de la vie commune et des conditions de lutte contre les injustices, parce que c'est le point sur lequel je voulais finir. Et effectivement, il y a quand même une charge très lourde du point de vue des injustices sociales qui traversent tout notre système. On travaille beaucoup sur les valeurs qu'il faut mettre en œuvre pour prendre en compte les personnes, mais il y a des injustices lourdes qui pèsent énormément dans la balance, et il y a beaucoup de populations qui sont, par rapport à ça, dans des situations de désespérance, et les conditions pour établir la confiance qui est nécessaire à tout ce travail sont compliquées, donc il y a nécessité d'inverser quelque chose là, au niveau de l'engagement de l'action locale. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Michel Joubert. Alors, c'est vrai qu'au niveau du timing, je suis désolé déjà de vous avoir un petit peu contraint. J'en suis tout à fait désolé, mais on n'a pas tellement le choix parce que voilà, il y a des horaires malgré tout à respecter. Écoutez, sur peut-être pas de questions en particulier, ou est-ce qu'il y a vraiment une question ou deux questions? Non mais voilà, je ne sais pas, c'est... Non? Bon. Écoutez, je vous propose qu'on termine. Est-ce que la belle boîte est prête? Où est la belle boîte? La belle boîte est là, donc on va terminer donc, en proposant à la belle boîte de conclure cette journée. Merci Michel Joubert. Demain matin, alors après il y a un cocktail, hein, autrement, oui voilà, je vais vous dire ça tout à l'heure. À vous. Alors tous ceux qui ont donc une dérogation pour aller chercher un enfant ou voilà, qui souhaitent entretenir une vie sociale passé 17h, vous pouvez partir. Les autres, si vous voulez participer à un moment convivial, drôle, fin et intelligent, vous pouvez rester. Merci. Ouais. Nous allons donc produire devant vous différentes scénettes. Nous avons participé ce matin aux différentes plénières, cet après-midi aux ateliers. Et nous avons relevé quelques mots, quelques concepts avec lesquels nous allons essayer de jouer et d'improviser devant vous ces scénettes. Bien entendu, tout ce que nous allons jouer n'est pas écrit. Nous ne savons pas du tout ce que nous allons jouer. Donc, par mesure de sécurité, nous allons vous demander de nous applaudir maintenant en début de spectacle. Vous pouvez revenir. Alors, je vais vous demander de réfléchir à un mot dans votre tête. Et quand je lèverai mes mains, vous donnerez puissamment à la volée le mot auquel vous avez réfléchi et on verra bien sur quoi ça va tomber. Voilà, tout le monde a un mot dans sa tête. Ce sont des gens qualifiés. Ce sont des gens intelligents. L'amour. Alors plus fort, parce que j'ai pas tout entendu. Frontière. L'amour. Voiture. Frontière, voiture. J'ai frontière, amour, voiture. Voyons ce qu'on va pouvoir faire avec ça.
Calme. Les gens sont pas au courant qu'on a déménagé. Bonjour monsieur. Bonjour. Par où on commence? Allongez-vous. Allez-y. Parce que ça va bien en ce moment, moi. Quand on veut soigner le psychologique, il faut aussi prendre en compte le somatique. C'est extrêmement important. Vous n'avez pas peur? Oui, non, mais c'est parce que c'est-à-dire que je... Là, si je fais là, vous avez mal? Là, ça va. Là? Là, ça va. Là? Là, ça pique un peu. Ah, c'est ça. C'est normal, vous faites du diabète. Vous êtes antillais, non, c'est ça? Je ne comprends pas du tout. Je consomme beaucoup de sucre. Je suis un Antillais de Bretagne, donc j'ai aussi une hanche qui déconne. Non, en fait, Je ne vais pas vous mentir. dites-moi tout. Aujourd'hui, bon, vous êtes... voilà, vous avez une espérance de vie clairement en dessous de la moyenne. On va essayer de faire quelque chose. On va essayer de vous sauver. On ne va pas pouvoir tout réparer. Vous êtes venu trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, je viens pour mon voisin qui entasse des ordures à l'intérieur de chez lui. Oh, pardon, monsieur. Oui, c'était- ah pardon. oui, non, mais c'est pour ça, je ne comprenais pas aussi, moi. Je me suis dit, surveillez votre diabète quand même. Ce voisin, Oui. Ben non, mais allons le voir. Ça tombe bien, j'ai personne ce matin. Et en plus, je suis censé être une personne mobile. Donc je vous propose... Eh bien, allons-y, il habite juste là. Monsieur Victorin. Bonjour. Bonjour. Hop. Ça, ici. Hop. Les premiers symptômes sont apparus quand? Bon bah ça fait à peu près 2 ans. Enfin moi je suis dans l'immeuble depuis 3 ans et Monsieur Victorin. Excusez-moi. Oui. je suis portable. Hein. Oui, bonjour. Oui. Je suis Stéphane, je suis travailleur social au CCRS. Ah, bah vous tombez bien, j'ai perdu tous mes objets sociaux. Voilà, et il est comme ça tout le temps. Bah, pourtant, j'étais sûr de les avoir rangés là au 3e étage. Ah, bah voilà. Il a peur de perdre, clairement. Ça se voit. Monsieur Victorin, est-ce que vous croyez qu'on peut s'asseoir 2 minutes ensemble et puis on va parler de tout ça? Ah, vous faites du braconnage, non? Oui, un petit peu, mais bon, vous savez, je... Bon bah, allons-y. Monsieur Victorin, est-ce que vous pourriez nous parler là, vos... Je vais pousser cette Ah non, pile mais de excusez-moi, je vieux vais journées m'asseoir et ici, de voilà. boîtes d'œufs et je vais m'asseoir. Asseyez-vous, c'est entre 77... Hop, malheureux. Vous passez devant 84, il faut jamais passer devant 84. D'accord. C'est quoi? C'est l'année de parution des magazines, c'est ça? Exactement. On va rien toucher, monsieur Victorin. Hein? Bah rien, On va tout est tout laisser glacé. comme c'était avant. C'est grand chez vous? Oui, si vous pouvez laisser vos vestes à l'extérieur, s'il vous plaît. Ah pardon. Monsieur Victorin, si je viens ici, c'est parce qu'effectivement, on pense que vous pourriez avoir besoin de nous. Ah bon? Oui. Monsieur Victorin, il y a eu des gens qui ont eu peur dans le voisinage quand vous êtes sorti nu hier matin avec uniquement votre hache et votre couteau. Écoutez, j'y peux rien, moi. C'est pour les prévenir. Le facteur, vous savez pas? Le facteur, c'est lui qui me pousse à faire tout ça. Oui, oui, empiler toutes ces publicités. Depuis 72. Voilà. Vous voyez bien que c'est pas de sa faute. C'est-à-dire? Ben non mais soyez un peu indulgent aussi. Ah vous en tant que travailleur social vous devriez savoir ça. Et puis vous n'êtes pas le premier, hein. J'ai eu la visite du CCRT, du CCOO, du PLPP. J'ai également eu la visite du DL Toto, de la RTTO, de la MCCE, de la LCKPT. Voilà. Vous êtes en train de dire que je ne sers à rien, c'est ça? Ah si, vous allez peut-être pouvoir m'aider à retrouver mes objets sociaux. Je pense que vous les avez ici. Les objets sociaux. Ça se passe toujours comme ça, les visites? Oui, ça se passe toujours comme ça.
Mais en tant que voisin, je me sens un peu inutile, alors comment est-ce que je peux faire pour rentrer dans votre réseau? Vous voulez entrer dans notre réseau? Mais oui, j'ai plein d'amis. Mais vous vous rendez pas compte? Comment ça? Mais c'est l'enfer dans le réseau. N'y mettez surtout pas les pieds, jamais. Pourquoi? Mais parce que tout le monde se présente à tout bout de champ. Tout le monde est en train de oui, moi je fais ça, oui, moi je fais ça. Personne ne s'écoute, c'est infernal. On passe son temps à répondre à des gens qui chialent, qui savent même pas, on leur dit mais si, et surtout pas, mettez pas les pieds là-dedans, prenez un vrai métier, un vrai boulot, quelque chose. On commence tous par rentrer, on se dit on va aider les gens. Au bout de 15 ans, c'est nous qui avons besoin d'aide. On se retrouve pire que les gens qu'on a en face de nous. On l'emmagasine. Tout va bien se passer. On devient une espèce de grosse poubelle. Alors on essaie de composter, de recycler, de faire un truc. On a des stages, on vient demander, monsieur, je suis à bout, comment je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma boîte à outils pour gérer mes emmerdes? Qu'est-ce qu'on vous répond? Vous mettez, foutez vos emmerdes dans la boîte à outils. Avec ça, vous êtes bien avancé. Justement, je l'ai trouvé devant votre porte, j'ai failli me casser la gueule dessus, alors je vous l'ai rapporté. Voilà, toutes mes emmerdes, elles sont là-dedans. Ah oui, bah tiens, le SIAO. Ah non. Qu'est-ce que vous avez dit? Le SIAO? Non. Nul ne doit prononcer ce nom. Il n'arrive pas à parler du SIAO. Le SIAO? Fermez cette boîte. Merci beaucoup. Je vous demande encore une fois de penser à un autre mot. C'est la fin de journée, on en a entendu beaucoup. Retenez-en juste un et vous allez me le dire bien fort quand je vais retourner mes mains. Cocktail ensemble. Exactement ce qu'ils viennent de faire en donnant un mot. C'est-à-dire qu'il y a près de 200 mots donnés à gorge du foyer. There's a sound that's coming through. There's a pulse in the ground. So what we Ah, ça me fait vraiment plaisir, les gars. Ouais, moi aussi, ouais. Ce serait pas l'heure de l'apéro, non? Sûrement, on est positionné où là? Ah bah là, on est nord-nord-ouest. Attention, attention aux hanches. Très bien, ben ça tombe bien, je suis un expert spécialiste en apéro. Aucun problème, je m'occupe de tout. Ok, très bien. Il nous faudrait des glaçons et puis également des petites olives. Son petite olive. Ah, ça me donne l'idée d'un cocktail, tiens. Voilà, ça tombe bien. Il est où, Bruno? Oui? Où est Pierrick? Ah, bah je sais pas, mais il était vexé tout à l'heure. Il Pourquoi? voulait absolument tenir la barre. Je lui ai dit, ah non, c'est Bruno le capitaine. Ça me rappelle cette phrase, enfin, ce morceau d'une pièce de théâtre, cette publicité, je ne sais pas. Nous partîmes. Rosé? Non. Non, ça attend. Nous partîmes Vers l'ouest? Nous partîmes là-bas. Non. Nous partîmes pas beaucoup. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Tiens, je te le pose là. Hop, 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 hop. Les gars, il y a une voie d'eau. Une voie d'eau? Oui. Une voie d'eau? Ça veut dire quoi, ça, une voie d'eau? Bah, il y a un trou dans lequel, du coup, il y a une fontaine. Dans la coque. Oh la vache. Ça veut dire qu'on va couler? Ah, non, attends, on va faire une réunion de coordination, s'il te plaît. Ok. Bon, moi je suis spécialiste de l'apéro, mais j'ai aucune compétence en bricolage. Ah, moi, j'en sais rien, mais je peux toujours appeler un service spécialisé dans le bricolage. Je connais un super numéro. Hein. Ça n'est pas possible. Ils sont super compétents, j'ai super confiance. On est sur un bateau en plein milieu rural, où est-ce que tu veux trouver un téléphone? Bon, et toi, Pierrick, t'as pas une compétence? Ah bah non. Pourquoi fallait en prendre avant de venir? Mais oui! Mais personne m'avait dit, moi. Enfin, on t'a dit quand on part en vacances tous les trois, tu amènes tes compétences. Après, on se met d'accord sur qui coordonne. C'est toujours la merde avec vous, les gars, hein. Bon, je vais boucher les trous. Voilà quelqu'un qui prend des initiatives. Fallait que j'en prenne. Oui! Mais oui, tu prends jamais d'initiative, Bah, le Pierrick. problème, c'est que
J'avais bien noté qu'il fallait qu'on achète des rustines avant de partir. Sauf qu'ils m'ont sucré le budget bateau. Plus de budget. Mais, Attendez, en remontant, c'est pas trop mal qu'il n'y ait plus de sucre parce que vu qu'on fait cap sur les Antilles, il y a beaucoup de cannelle. ça n'est pas possible que ce trou dans la coque soit arrivé comme ça de nulle part. On l'a révisé juste avant de partir, ce bateau. Je pense que nous sommes maudits. Si nous sommes maudits, quelqu'un de nous a forcément fait une connerie. Bruno! Quoi? Je sais très bien qu'il y a des choses qu'on ne fait pas sur un bateau. Est-ce que l'un de vous a un lapin? Oui, mais moi je m'en sers que pour appeler mes amis. Tu avais donc un petit animal dans ta poche. Oui, j'ai toujours un petit animal qui fait du bruit. Mais là, je l'avais coupé comme on était tous les trois. Bon, j'avoue, j'ai un cochon d'Inde. Mais il fait pouic pouic. C'est interdit, vous le savez bien. Nous courons à notre perte, là ce bateau va se scratcher, c'est évident. Si ce crash ça va, au moins on aura touché terre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il coule. Ah bah ça, on a toujours le droit de partir, hein. Mais on sait pas si on pourra rentrer. Enfin, y entrer. Enfin, je me comprends. T'as vraiment du mal avec les expressions, Bruno. Oui, bon, bah, ça va, j'ai pas révisé. Je crois qu'on coule, les gars. Il va falloir demander aux poissons. Même s'il y a rupture avec la vie, il faut jamais couper le lien vital. Vous êtes sûr? Oui. Les poissons, c'est une bonne solution? Mais demande aux poissons s'il est dans l'eau. Il est même pas conscient qu'il est dans l'eau, ce poisson. Comment veux-tu qu'il nous aide à nous être dans l'eau? Eh ben, il va au moins nous interroger sur qui on est. Resserre-moi un verre, s'il te plaît. Je crois que c'est plus agréable de faire nos prières. Ce monde n'est pas fait pour nous. La preuve, le bateau va se scratcher. On s'est auto-exclu en partant, c'est simple. Tu as raison. Mais l'essentiel, c'est que... on est tous ensemble. Non? Oui, mais le fond, c'est pas tant d'être ensemble que d'être avec. C'est ça qui est important. Non, bah, je Il crois a que raison. c'est... Je parle un peu comme mon père, qui était mon frère aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il était mon père, mais il était aussi comme mon frère. Enfin, Qu'est-ce qu'il disait? il disait, je sais pas si j'ai grand chose à dire. Ça m'a pas beaucoup aidé dans la vie. Ah oui. Je suis ravi de faire cette croisière avec vous, les gars. Bah, je crois que c'est la fin. Tant pis. Alors, eh bien, sur le même principe, hein, vous avez compris, un mot, on essaiera, on verra bien si on arrive à le placer ou pas. Là, on a plutôt eu de la chance. Tiens, je vais désigner quelqu'un. Voici. Ah, monsieur. Ah, moi aussi. Précarité. Mais où vont-ils chercher tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ça va très très vite dans leur cerveau. Ce sera donc précarité, musique. Tu sais ce que j'ai entendu, Billy Joe? Non? J'ai entendu qu'il y avait un type dans le village qui se pointait. Un type tout seul, un type bizarre. Et ce type bizarre, il aurait pas, comme qui dirait, des mauvaises intentions envers ce village? Tu
sais comment sont les types bizarres quand ils débarquent dans un village? On ne sait jamais. Moi, ça me fait toujours peur, les étrangers. Oh là là, il va encore se ramener avec une hache, c'est ça? Je sais pas Encore un? Je sais pas comment il va se pointer, mais s'il se pointe dans ce saloon, j'aime mieux te dire que je vais lui faire sa fête. Et si le type bizarre en question était déjà dans votre saloon? Oh la vache, le type bizarre, il a fait sacrément vite. Je prends un scotch. J'ai des agrafeuses. C'est pas grave, donnez-moi un bout de Blu-Tax, ça ira. Tenez. Alors, étranger, Je suis à la recherche d'un dénommé Cudmore. James Cudmore? Peut-être. Et qu'est-ce que tu lui veux? Je lui dirai quand je le verrai. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Monsieur Cudmore est, comme qui dirait, précaire. Sur cette terre, je parle. Ça tombe bien, c'est moi. Alors c'est toi, Cudmore. Ouais. Et tu sais quoi? Il se trouve que je suis du bon côté de la précarité. Eh ouais, voilà. Moi, je sais que pour tenir debout, j'ai besoin des autres. Sûr de ça? Dans ton petit discours tout à l'heure, j'ai comme perçu un genre de paranoïa sociale. Genre, Stop! C'est une situation insupportable! Insupportable! C'est comme une petite bouteille de cristalline! Pourquoi il est rempli jusqu'à bord? Pourquoi tout le monde, quand il ouvre une bouteille de cristalline, il s'en fout partout? Parce qu'il met trop d'eau! Ok, j'ai rien dit. Et il me semble que toi, l'étranger, t'as l'air d'être du mauvais côté de la précarité. on dit ça, mais... faudrait peut-être que tu t'apprêtes à passer du côté mélancolique du temps, si tu vois ce que je veux dire. J'ai comme l'impression que d'ici 5 minutes, tu auras des regrets. Excuse-moi, mais moi, je suis pas pressé de mourir. Et toi? J'ai jamais envisagé la question sous cet angle-là. T'as fait quoi, là? J'ai craché dans un bol, ça se voit, non? T'as fait quoi? J'ai craché dans un bol. C'est dégueulasse. Oui, bah j'ai des problèmes dedans, excuse-moi. T'es dentiste, peut-être? Ça se pourrait. Pourquoi ça t'intéresse? On manque de dentistes dans le village. Alors si tu peux te trouver une fonction sociale, ce serait pas mal. Ça pourrait te reconnecter un peu avec le monde. T'éviter de vivre tout seul. J'ai une gueule d'exclu? Dans mon village, je connais bien les gens. Et ouais, toi t'as une bonne gueule d'exclu. Peut-être une raison pour être exclu. Ah ouais? Ouais, Lesquels? j'en ai plein. C'est clair. Sur l'échelle du projet gamin, je dépassais les 150. Autant dire que, en termes de facteur de risque, bah! Vous avez fait partie du projet gamin? Il a fait partie du projet gamin. Comme je vous vois. Mais tout ce village fait partie du projet gamin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vit ensemble. Ils nous ont tous mis au même endroit. D'ailleurs, ça s'appelle Gaminville. Ouais. Mais oui! On a tous été Oh, mes diagnostiqués. frères! On était des facteurs de risque, alors on s'est dit, on va les même mettre au même endroit. Bon, on en a tué 2 ou 3 au départ. On s'est un peu entre-dévoré, mais... Pour manger, quoi. Mais maintenant, ça s'est stabilisé. Hein. Il y a un vrai équilibre entre nous. C'est vrai? Ah ouais? Vous m'accepteriez parmi vous? Je suis un peu votre frère. Bah ça faut Donc voir ça un peu avec... votre père. voir ça avec le CPO. Hein. Je sais pas s'ils vont accepter. Bah, je peux peut-être déposer un dossier. Faut que Sinon, j'ai d'autres arguments. Passez-moi votre dossier, je vais leur transmettre directement.
ferai attention, il y a votre cigarette au milieu de votre pistolet. Ah, c'est pour ça que je le prends mal. Tu sais quoi, je crois que j'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Ça se lit sur ton visage. J'en ai vu les mecs malheureux, je peux te le dire. Quand j'ai passé les portes de cette ville, j'étais un précaire, j'étais un exclu. J'imaginais pas trouver mes frères, j'imaginais pas trouver mes copains de rue. En mettant les pieds dans cette ville, je te prenais un peu pour un manque. Et puis j'ai revu un peu mon sujet. Depuis que t'es rentré, viens, on va monter une brocante. C'est un projet de réinsertion que t'es en train de me proposer. Exactement. J'ai envie de dire oui et non. Je suis pas encore sûr d'être suffisamment remis sur pied. Oser mon petit bonhomme, il faut oser, il faut oser, il faut prendre la vie comme elle vient, et monter des projets si t'as le budget. Oser mon petit bonhomme, il faut oser dans la vie, il faut oser. Il faut oser. Alors viens avec nous dans Gaminville, tu seras le bienvenu. Le bienvenu. C'est super. Ah bah ça se termine toujours comme ça un colloque. Hein. Discussion franche et danse. Et ce sera la dernière, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous demander, monsieur, je sais pas, la phrase qui résume le mieux la journée qu'on vient de passer? Intense. C'est vrai. Ah voilà. Je crois qu'on s'est tout dit. Oui, enfin, on a quand même affaire à quelqu'un qui a de grandes difficultés. De toute façon, on est d'accord, c'est le constat commun et la grande difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, mais qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous, justement? Hein? Parce qu'on en revient toujours au même. Ah, c'est facile de nous repasser la patate chaude. Hein. Non, mais je vois bien les dossiers que vous avez envie de prendre, vous les prenez, puis ceux qui sont un peu trop problématiques, bah, vous nous les repassez, quoi. Bah, tout le monde fait ça. Oui, non, c'est vrai. Non, parce que dans le centre médicalisé, on a quand même essayé plusieurs choses, mis en place plusieurs protocoles. Ça y est, je le comprends plus. On a développé un CRS PP. Moi, je sais, края запашкове знamo ще ви се креме, зе. Voilà la solution. Voilà la solution, si on ne se comprend pas, si on ne communique pas, parlons tous dans une langue qui ne veut rien dire, au moins les autres de se comprendre. Пусьоно, що ви сипете, що ви зикаме? Та посивє. Galacé, ce proche, c'est ça. Je vais старай, comment ça passe ça? Ton proche, qu'est-ce que c'est, mais Vegex? Eh bien, c'est ça, pas de zévika. Dommage. Dans ce jeu, c'est comme un strike, je vais zip pour choisir. А з ким же? З ким же куш? А з ким же? Oh, je sais pas, strike, comme ce qu'on peut créer, vous savez, je vais. Barczyk! Baskowe, je vais scan, je vais comme ça, ça pêche ça. Wiecie, wyza? Bardzo wgięte. Kielek-myszkę! Ah, Krakow, ok. Krakow, mais qu'est-ce que c'est souffle, c'est chèque, et c'est soum. Où c'est très, comment je ça? Et X. Yeah, Paliczki neuf. A w górach. Do Barczyk.
Sogar exige Spanisch. Aber so, dass ich jetzt bist. Was ist gut gedacht? Tu gasto, Ayuski. Da whisky is, da whisky yast, da whisky show, da whisky yast. Du willst dir raison? Краешь обузу, попусково, я? Сикаме себе шковое, симметрия. Aber Wege! А, края ваша. Добрецкий є резо. А, Na, die werde ich nicht. Ну, с края. Пояския. Da whisky ich. А, края. Da whisky ich. Da whisky ich. C'est ça. Chérie, il m'est arrivé un truc incroyable aujourd'hui. Ouais, dans une réunion. On a inventé une langue. Et du coup, on se comprenait. Et une langue avec aucun sigle. Ouais. Non, mais je sais pas, c'était. Bah, du coup, je pense qu'on va se refaire un resto, ouais. Et puis, on va inventer un pays, on va très certainement inventer un hymne. Puis, on va peut-être tous migrer là-bas. Ouais, comme ça, il y aura tous les travailleurs sociaux, tout le corps médical, les psychologues, les associations, et on vivrait tous dans ce merveilleux pays. Le quoi? L'usager? Je sais pas de qui tu parles. Merci à vous. Voilà, c'était notre relecture en tant que béotien du travail social et psychiatrique. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci de votre accueil. On était très contents de participer à vos travaux toute la journée. Merci à la RIFT et au comité d'organisation qui nous a invités. Je ne sais pas à qui je redonne la parole. Je crois qu'il y a un cocktail juste derrière. Donc, allez-y et très bonne soirée à vous. Et voilà, bonne journée demain.